On est dans la série des témoignages sur la thématique de Mon Algérie à moi, que j'ai rappelé d'ailleurs, que j'ai renommé de manière très pudique et volontaire Mes souvenirs d'Algérie, parce qu'on se rend compte que quand on parle, même à l'évocation du titre, Mon Algérie à moi, les tensions sont toujours là, les fragilités se révèlent. Donc, dans la série Mes souvenirs d'Algérie, je vous propose de retrouver aujourd'hui quelqu'un qui pourrait, dont le prénom nous inspire effectivement la notion d'outre-mer, parce que Tramor, ça veut dire, il me l'a dit, hein, je vais pas deviner toute seule, Tramor veut dire outre-mer en breton, Tramor Kemener. Je vous propose de passer quelques minutes avec ce docteur en histoire qui est professeur d'histoire-géographie. Tu fais partie de la nouvelle génération des historiens de la guerre d'Algérie. Tu es né bien après la guerre d'Algérie, bien après l'indépendance, et on peut, entre autres travaux, tu es l'auteur d'une remarquable thèse que tu as soutenue en 2007 sous la direction de Benjamin Stora, qui était notre invité la semaine dernière. Et ta thèse s'appelait Une guerre sans nom, insoumission, refus d'obéissance et désertion de soldats français pendant la guerre d'Algérie sur la période 54-62. Tu examines les parcours imaginaires de quelques 15 000 jeunes Français insoumis, déserteurs, objecteurs de conscience pendant la guerre d'Algérie. Alors, Tramor Kemener, rien à voir avec l'Algérie, de prime abord. Non, effectivement, ouais, ouais, l'Algérie est apparue dans ma vie, on va dire, voilà, progressivement. Alors c'est sûr que bon, il y a des réminiscences comme ça, évidemment de l'histoire de la guerre d'Algérie qui reviennent après, en fait. Hein, il y a des petits éléments comme ça qui apparaissent, des choses Oui. qui se révèlent aussi au fur et à mesure. Par exemple, mon beau-père qui a été appelé pendant la guerre d'Algérie, donc, et qui en a parlé assez facilement, enfin, qui Oui, n'a oui. rien fait de particulier, mais Mm. bon, ça, c'est venu au fur et à mesure. Donc, dans la famille également, dans ma belle famille, le cousin donc de ma belle-mère qui est Jean Lemeur, qui s'appelle Jean Lemeur, et donc je l'ai su en fait au moment où j'ai commencé à faire ma thèse. Mm. Et justement, c'est ça qui est enfin, assez parfois, voilà, on va dire le monde est petit, mais Oui. Jean Lemeur, donc c'est une figure en fait justement des appelés du contingent qui ont refusé de participer à la guerre d'Algérie. Mm. Et donc c'est comme ça que voilà, j'ai pu le rencontrer aussi chez mes beaux-parents à l'occasion d'un déjeuner, et donc l'interviewer. Alors que c'était voilà, au départ, je ne savais même pas en fait qu'il était issu enfin, de la même famille en fait que ma belle-mère. Donc ce sont des Oui. choses qui sont apparues au fur et à mesure. Oui. Et bon, voilà, ça c'est une première chose. Et donc quand je disais tout à l'heure que l'Algérie était apparue effectivement dans ma vie, c'est effectivement au moment, au tournant des années 90 en fait, où ça c'est vraiment ça s'est cristallisé en quelque sorte. Puisque j'étais à ce moment-là, je travaillais dans une organisation non gouvernementale, la FIDH, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, et que un des sujets d'intérêt, on va dire, des Mm. préoccupations très forts à ce moment-là, c'était la situation algérienne, bien entendu. Et donc, il y avait eu d'ailleurs une tentative de mission d'observation de la FIDH en Algérie. C'était évidemment impossible à cette époque-là. Et donc, il n'y avait pas eu la possibilité de se rendre sur place, mais on était en contact très régulier avec les militants des droits de l'homme qui se trouvaient en Algérie. Donc, je me souviens avoir eu des coups de fil par rapport à ça. Et donc, il y a eu l'élaboration également de ce rapport de la FIDH, qui finalement, même si la mission ne s'est pas faite, le rapport a été mis en bonne et due forme, on va dire. Et donc, j'ai contribué à son élaboration. Et dans les premières lignes en fait du rapport, il était question de la première guerre d'Algérie, en fait, Mm. de la réapparition en fait de sorte de résurgence de la violence qui réapparaissait en fait au cours de cette deuxième guerre d'Algérie en quelque sorte, quoi. Et donc une sorte, voilà, Stora a déjà utilisé aussi ce terme-là de répétition du refoulé. On Donc pourrait dire pour la voilà. situation actuelle en Algérie, presque. Oui, 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 tout à Mm. fait. Donc ça, c'est donc des résurgences très très fortes, Mm. évidemment. Donc voilà, retour du refoulé, évidemment dans une perspective un peu de psychanalyse aussi, hein, Ouais. un certain de Mm. psychanalyse, mais là pour le coup appliqué à l'histoire.
Et voilà, c'est là que je me suis dit vraiment que je ne connaissais pas du tout cette guerre en fait. Voilà, et c'est là où j'ai mis en quelque sorte, j'ai lié un petit peu les différents éléments de la première guerre d'Algérie, les faibles éléments que je connaissais, d'une part, et puis d'autre part, en fait, il y avait une question qui m'intéressait aussi, c'était justement cette question du refus de la guerre, du refus de la violence. Et voilà, refus de la guerre et refus de la violence de manière très très imbriquée. Voilà, voilà, la réflexion aussi, qu'est-ce que la violence finalement? Et puis, et c'est là en fait où j'ai voulu travailler sur un peu sur voilà des formes de refus de la guerre, on va dire. Au fur et à mesure. Et puis au fur et à mesure, je suis remonté justement dans l'histoire et je me suis aperçu que le vote du statut des objecteurs de conscience datait de 1963. Et donc, enfin, décembre 1963 pour être précis, donc un an après la guerre d'Algérie. Et c'est là où j'ai fait la connexion. En fait, je me suis dit, mais juste avant, il y avait justement cette guerre d'Algérie. Qu'est-ce qui s'est passé pour les personnes qui refusaient la guerre à ce moment-là? J'ai lu quelques ouvrages, justement, notamment Louis Lecoing, qui est à l'origine, enfin, une des personnes à l'origine du statut d'objecteur de conscience. Et je me suis rendu compte qu'il n'en parlait pas du tout de la guerre d'Algérie dans ses écrits. Ça m'a interpellé. En fait, je voulais reprendre les études pour poursuivre ma thèse. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai eu vent des écrits de Benjamin Stora sur la guerre d'Algérie. J'ai commencé à lire, enfin, j'ai lu un de ses livres. Puis mon épouse, enfin ma compagne, qui est devenue mon épouse, était à Paris 8, à l'université Paris 8 à l'époque. Elle m'a dit, Stora enseigne là, Ouais, tu ferais ouais. bien de le contacter aussi. Voilà. Et donc, j'ai lu, le premier livre que j'ai lu de Benjamin Stora, c'était Imaginaire de guerre. Et donc sur la comparaison Algérie-Vietnam, ça m'a beaucoup intéressé. Et je me souviens très nettement que dans ce livre-là, en fait, il y a une note de bas de page où il est question des refus de la guerre d'Algérie. Et c'est là que je me suis dit, bah voilà, moi c'est sur cela que je veux travailler en fait. Mm. Je me suis rendu compte qu'il y en avait effectivement, mais qui, combien, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. Qu'est-ce qu'il en est advenu d'eux en période de guerre, eux qui refusent la guerre, eux qui refusent la violence. Je suis allé voir Benjamin Stora et puis bah, c'est comme ça que voilà, il a été très intéressé. Je sais qu'il était même intéressé par le sujet avant qu'il me rencontre. Et puis, bah, moi, je lui ai proposé le sujet sur lequel aussi il aurait bien voulu avoir quelque chose qui se fasse. Mm. Et donc, du coup, ben voilà, c'était parti ensemble pour qu'il dirige ma thèse et que je puisse la faire sous sa direction. C'est Mm. comme ça, effectivement, qu'après 10 ans, en fin de compte, voilà, j'ai complètement baigné dans la guerre d'Algérie pendant pas mal de temps. Puis j'ai commencé à aller en Algérie aussi au fur et à mesure. Enfin voilà, et donc l'Algérie est vraiment voilà de plus en plus. Je me suis de plus en plus rapproché de l'Algérie, on va dire, Mm. jusqu'à vivre, on va dire, quotidiennement avec elle, même à distance. Il reste autour de ce qu'on a mis du temps à appeler une guerre, qu'on a longtemps appelé les événements, une certaine pudeur. Comment on travaille à partir de quels documents, quelles archives, connaissant effectivement le fait que beaucoup d'archives sont encore classifiées, comment travaille-t-on pour, pour ne pas se tromper, sachant que ça reste, on le sait bien, un sujet très sensible, cette question de guerre d'indépendance. D'une part, j'ai eu la chance quand même de pouvoir bénéficier un peu d'une forme d'ouverture des archives relative Françaises, française. celles qui sont Ouais, à ces ouais. fameuses archives d'outre-mer. Non, j'ai beaucoup travaillé sur les archives militaires et sur les D'accord. archives nationales, mais à Paris. Et puis, Mhm. voilà, donc c'est essentiellement sur ces deux fonds-là, enfin, D'accord. les archives nationales et les archives du ministère de la Justice en particulier. Un petit peu les archives du ministère de l'Intérieur. Mhm. Et puis, donc, autrement, les archives militaires. Mais pour les archives, à ce moment-là, en fait, on était avant la période des 60 ans, parce que c'était encore l'ancienne loi, donc la loi Mhm. n'avait pas changé, c'était 60 ans. Et du coup, 60 ans pour les archives sensibles, et les archives sur lesquelles je travaillais étaient justement considérées comme étant des archives sensibles. Donc j'ai eu droit très facilement
à consulter en fait quelques statistiques, des choses comme ça qui m'ont bien servi. Mais après, effectivement, j'ai travaillé beaucoup en fait sous dérogation. Donc, c'est-à-dire que système de dérogation, c'était des archives qui sont fermées, mais auxquelles je demande une consultation, on va dire en quelque sorte exceptionnelle. Le temps de traitement, en fait, c'était, je crois, 2-3 mois à peu près. Et donc, j'attendais la réponse. Une fois que j'avais la réponse, je regardais, enfin, je voyais sur quoi je pouvais travailler. Et immédiatement, pour ne pas perdre de temps, je relançais une demande de dérogation. Et pendant que le temps de traitement de la dérogation, en fin de compte, je travaillais sur les archives qui m'avaient été permises. Et donc, bon, j'ai à peu près eu la moitié, j'ai pu consulter la moitié des archives pour lesquelles j'ai demandé une dérogation aux archives militaires, ce qui, somme toute, est correct, mais avec des périodes différentes, on va dire. Hein. Donc, une période qui a été beaucoup plus d'ouverture, et après 2002, il y a eu une période de fermeture, là, plus importante. Donc, ce qui fait que, voilà, ça a été… Donc, premier élément, en fait, de travail sur les archives publiques en soi, les archives militaires en particulier. Et donc, ça s'est plutôt bien fait, en fait, en fin de compte. Hein. J'ai eu accès quand même à des sources qui étaient tout à fait intéressantes, mais limitées, somme toute, mais intéressantes. Voilà. Et donc, après, le deuxième pan, en fait, qui, moi, apparaît comme un pan aussi majeur, c'est finalement les archives aussi privées. Et donc là, c'est aussi beaucoup des archives orales, hein, des entretiens, et accéder en fait aux archives des personnes, de ce qu'elles ont pu garder ou pas. Alors avec une difficulté aussi, pour le coup, c'est que bon, les entretiens, j'ai pu en mener quand même une cinquantaine pour ma thèse, ce qui est somme toute pas trop mal. Donc avec différents cas de figure, mais pas mal de réfractaires, mais aussi des porteurs de valises, différents profils, ouais. Mais bon, pas mal de réfractaires, donc qui ont refusé de participer à la guerre. En motivant, en expliquant éventuellement. Il y en a certains qui parlent très facilement et qui sont finalement, c'est assez, on pourrait pas dire, ils refusent le terme de fier, mais on va dire qu'ils assument totalement, et on pourrait dire aussi, pourquoi pas, qu'il y a une certaine, voilà, ils ne regrettent rien, au contraire, ils ont, oui, je pense qu'on peut dire qu'ils ont une certaine fierté de leur geste, en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est un choix qu'ils ont pleinement assumé, qui était difficile à faire. Ils ont peut-être souffert parce que c'est pas des moments évidents, hein, de se retrouver dans la clandestinité ou bien en prison pendant voilà, pas mal d'années pour certains. D'autres, je sais que j'ai eu des refus catégoriques, ou assez catégoriques en tout cas, de témoigner, ou bien voilà, même pas de réponse à mes sollicitations. Et là, je sais aussi que certains, en fait, ont complètement, n'ont pas voulu revenir du tout sur cette période-là. Ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait. Puis finalement, voilà, il peut y avoir différentes raisons. Bon, après, pour certains, il peut y avoir aussi une déception sur le devenir de l'Algérie, par exemple, hein, pour certains. Donc, ils insistent un petit peu là-dessus aussi, parce que finalement, bon, voilà, sur différents aspects, mais donc ça, c'est une des choses aussi. Puis, il y a certains aussi, alors Jean Lemeur, c'est le cas, par exemple, il n'a pas voulu de transmettre du tout ce qu'il a fait, par exemple, à ses enfants. Je pense un petit peu par pudeur aussi, ou bien par volonté, finalement, de ne pas revenir sur un geste, quelque part, de désobéissance. Et donc, de vouloir enseigner la désobéissance. Par exemple, pour eux, pour certains, ça pouvait être un peu problématique. Voilà, donc du coup, il a totalement tué cela, en fait, dans l'éducation de ses enfants. Et c'est dans la famille, en fait, d'autres personnes qui ont dit à ses enfants ce que lui avait fait, quoi. Et alors que ça reste une des figures un peu emblématiques, justement, Oui, de tout ce à refus fait. de la guerre. Est-ce que tu as eu accès, par exemple, aux archives en Algérie? Quelle est la Alors, situation aujourd'hui? ouais. J'avais sollicité les archives nationales il y a longtemps, et j'avais sollicité aussi le ministère des Moudjahidines, donc voilà, pour essayer. Et finalement, je n'avais pas eu accès, non. Donc malheureusement, aux archives, on m'avait dit qu'il n'y avait pas d'archives sur le sujet.
En même temps, ce dont je doute, parce que bon, il y a eu aussi si je peux me permettre de douter Oui, oui. je pense que voilà, il y a eu dans les réseaux de porteurs de valises, par exemple, ils ont travaillé avec la Fédération de France du FLN, d'une part, donc ça c'est dans les porteurs de valises, il y avait des réfractaires. Et donc, enfin voilà, il y a donc, c'est évident qu'il y a des traces des réfractaires dans les archives du FLN, à des degrés divers, on va dire, hein. Et à la rigueur, même je dirais, jusqu'après l'indépendance, puisque une partie d'entre eux sont devenus des pieds rouges, qu'ils ont vécu en Algérie, qu'ils ont été aussi assez proches des cercles du pouvoir pour certains. Donc, enfin, bon, bref, il y a aussi un devenir aussi qui est important de ce point de vue-là. Donc, moi, je sais que sur certains points, ça m'aurait été bien utile de pouvoir accéder à ces archives-là. Alors, le profil de ces insoumis, c'est quoi? C'est des jeunes appelés essentiellement? Alors, les insoumis, alors c'est très compliqué d'avoir un profil pour eux parce que les insoumis en tant que tels, c'est-à-dire des personnes qui, le jour de leur appel, n'arrivent pas. Et comme ils sont absents, justement, c'est difficile de savoir qui ils sont. Et un bon insoumis, en quelque sorte, c'est quelqu'un qui ne réapparaît jamais. Voilà. Donc, il y en a toujours qui sont repris au cours d'un contrôle, un peu inopinés, des choses comme ça. Mais voilà, en règle générale, voilà, les insoumis, c'est un peu compliqué de savoir pourquoi ils s'insoumettent. Alors, ce que j'ai remarqué quand même, c'est qu'il y avait une évolution très importante de l'insoumission pendant la guerre d'Algérie. C'est-à-dire qu'il y a au départ un mouvement très fort de recul. Donc, il y a une baisse du nombre d'insoumis, ce qui est assez surprenant. Et après, au fur et à mesure, au contraire, une augmentation très importante. Alors, bon, moi, c'est un peu compliqué de savoir pourquoi, mais il y a eu cette évolution-là. Une de mes hypothèses, c'était de dire que justement, au début de la guerre, en fait, il y a une forme de transformation de l'insoumission, en quelque sorte. Les insoumis changent. C'est pas les mêmes en fait qui désobéissent habituellement en temps de paix, mais désobéir dans un contexte de guerre, c'est un peu différent. Enfin, même si c'était une guerre qui disait pas son nom, et donc il peut y avoir une modification en quelque sorte. Certains qui auraient désobéi. Du coup, en fait, vont davantage suivre et au contraire arrêter de désobéir, et d'autres en fait qui n'auraient pas désobéi du fait du caractère de la situation politique, au contraire vont désobéir. Voilà à peu près ce que je pouvais dire sur les insoumis. Donc, sachant qu'il y en a habituellement hein, aussi. Mais il y a une évolution quand même relativement importante pendant. Surtout qu'on rappelle le contexte, effectivement. Ouais. Les Alors, événements en Algérie se déclenchent alors que la France sort d'un échec plutôt cuisant en Indochine. On arrive à 54, la guerre d'Indochine se termine, et 54, évidemment, la guerre d'Indochine, la guerre d'indépendance commence. Donc là, on a. Sauf que la différence, évidemment, c'est qu'en Indochine, ce sont des militaires de carrière, de métier, d'active, tandis que dans la guerre d'Algérie, ce sont des appelés du contingent. Enfin, il y a évidemment l'armée de métier, oui, mais souvent des jeunes appelés. Qui ne sont pas du tout préparés à ça. Et qui se retrouvent donc en plus avec une durée en fait du service militaire qui va s'accroître énormément, puisqu'on passe de 18 mois normalement à 27, 28 mois, voire 30 pour certains, et même plus. Donc, ce qui fait en fait une très importante transformation de leur vie, on va dire, en soi, et en particulier aussi pour ce qu'on a appelé les rappelés, c'est-à-dire en fait, alors il y a les rappelés et les maintenus, en particulier au cours des années 55 et 56, en fait, qui, du coup, eux, soit ont été maintenus sous les drapeaux, donc on a prolongé leur durée sous les drapeaux, donc déjà ce qui était peu apprécié, évidemment, et plus encore qui ont vraiment, vraiment difficilement supporté la mesure, on va dire, ce sont les rappelés, c'est-à-dire qu'ils ont été rappelés sous les drapeaux alors qu'ils avaient terminé leur service militaire. Et donc, à eux, on leur a dit, non, non, il faut repartir là, parce que la situation est grave en Algérie, en Afrique du Nord, parce qu'il y en a eu aussi au Maroc et en Tunisie. Et donc, ils sont repartis sous les drapeaux. Enfin, on les a un petit peu, enfin, ils ont été obligés de repartir sous les drapeaux. Et donc là, par contre, eux, il y a eu des mouvements de contestation et de manifestation extrêmement puissants.
avec des mutineries qu'il y a eu dans les casernes, des choses comme ça. Et bon, comme je l'ai expliqué aussi, ce n'est pas forcément des mouvements qui sont anticolonialistes en soi, donc c'est pas à la base, c'est pas par anticolonialisme, mais on va dire que il y a un mouvement de refus de la guerre en tant que telle. Et il y a même il y a des textes, on va dire, anticolonialistes, antimilitaristes qui sont diffusés même très tôt dans la guerre, à partir de l'année 55. Voilà, notamment par exemple le tract de la messe en l'église Saint-Séverin en septembre 1955, qui dit si nous n'appelons pas au refus d'obéissance collective, nous n'appelons pas, donc il y a, voilà, mais sachez que nous, enfin, si nos bras tremblent en tirant sur nos frères musulmans, c'est parce que notre conscience se révulse de la situation qui est faite. Donc, il y a, voilà, grosso modo, hein, c'est à peu près les termes, mais donc il parle quand même de frères musulmans. Il y a quand même l'aspect voilà, du refus en tant que tel d'aller dans, d'aller dans le sens de la répression et d'être vraiment contre la répression telle qu'elle existe à ce moment-là. Donc, on a bien ce caractère-là d'opposition très fort qui naît très tôt. Les insoumis, alors c'était voilà, il y a deux autres catégories. Je voudrais juste oui, aussi, je t'en prie, bien sûr. le préciser. Donc il y a également les objecteurs de conscience. Donc eux en fait refusent de porter les armes, mais il y a ceux qui refusent de porter les armes, quel que soit le moment, et qui sont des non-violents, on va dire, mais qui existaient auparavant déjà aussi. Ils existent toujours évidemment pendant la guerre et ils sont bien présents. Mais il y a d'autres personnes qui ont rejoint en quelque sorte un petit peu ce mouvement-là, philosophique, en refusant de porter les armes dans le conflit algérien en particulier, et par rapport au conflit algérien en particulier. Et donc là, il y a eu différents moments, différentes catégories de personnes. Donc il y a d'une part ce qu'on a appelé les soldats du refus communiste, donc les soldats du refus, qui étaient des militants communistes plutôt. Donc ça, c'est notamment avec la figure d'Alban Liechti, qui est une figure très importante, qui a fait 4 ans de prison, plus 2 ans de service militaire sans mettre de balles dans son fusil. Donc voilà, il a commencé en 56. Il a refusé en 56, il s'est fait libérer de son service militaire en février ou en mars 62. Donc il a fait la quasi-totalité du conflit, soit carrément, enfin dans des conditions très dures d'ailleurs, même à l'isolement en prison. Hein, donc c'est des conditions très très dures qu'il a vécues, ou bien voilà, ou bien au service militaire, mais même chose aussi dans des conditions qui étaient parfois très compliquées même. Donc voilà, ça a été tout un mouvement de soldats du refus qui a suivi en fait le mouvement impulsé par Alban Liechti. Donc là, il y a voilà, vraiment des communistes. À la fin de la guerre, on trouve des non-violents qui sont plutôt partisans, enfin des non-violents et qui se rapprochent de la non-violence. Certains sont pas forcément non-violents, on va dire, mais on rejoint le mouvement. Et donc là, on trouve un petit peu différentes catégories de personnes. Alors, il y a des catholiques, il y a des protestants, il y a des anarchistes, il y a différentes familles, on va dire, de personnes qui se retrouvent autour de cette idée de non-violence et de refus en fait, de participer à la guerre d'Algérie. Donc ça, c'est avec l'action civique non violente. Donc c'est un deuxième mouvement d'objecteurs de conscience, ou assimilé comme tel, au cours des années 60, 59 pour les premiers, 59-60 jusqu'en 63, on va dire même, hein, parce qu'après, ils ont été en prison, ils ont continué de réprimer après la guerre. Donc voilà, jusqu'au statut de 63, justement. Et la dernière catégorie aussi, ce sont les déserteurs. Et les déserteurs, donc là, c'est la catégorie de personnes en fait, qui part illégalement de l'armée. Et donc là, à différents moments aussi, alors c'est parfois un peu compliqué de bien suivre les parcours, on va dire, aussi. Faut le comprendre. Et donc là, on trouve des personnes qui souvent qui vont désobéir et qui vont déserter avant de partir en Algérie ou qui désertent au cours d'une permission. Voilà, alors un des cas les plus emblématiques, c'est Noël Favrelière. Bon, il y a aussi Henri Maillot.
Donc Noël Favrelière a sauvé, on le connaît un petit peu, enfin, c'est une figure assez emblématique aussi, hein. Il a sauvé un prisonnier algérien de l'exécution, il a traversé le désert, il a été condamné 2 fois à mort. Bon, voilà, il a fait tout un parcours important. Il est allé en Algérie après la guerre aussi. Il a vécu là-bas un petit peu. Bon, voilà, voilà. Et puis Henri Maillot, lui, qui a trouvé la mort, qui était un communiste algérien, qui a participé au Maquis Rouge dans la région de Chlef, hein, Orléansville à l'époque, et qui est mort au cours d'une embuscade. Donc voilà, lui, c'est aussi une figure importante de ces déserteurs. Les déserteurs aussi, on en trouve un certain nombre à la fin de la guerre, mais parmi eux, en fait, il y en a pas mal qui sont de l'OAS. Donc ça, c'est évidemment une toute autre désobéissance, voilà, qui là, pour le coup, n'est pas une désobéissance en faveur de l'indépendance algérienne, mais au contraire, pour garder l'Algérie française et donc à la rigueur pour poursuivre la guerre, hein. Donc ce qu'on a appelé des soldats perdus à un moment donné, mais qui ne sont pas si perdus que ça, on va dire, non plus, parce qu'au bout du compte, on les a retrouvés après dans des... voilà, dans des situations pas très glorieuses, dirons-nous. Oui, oui, ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Donc, et eux n'ont pas été du tout. Enfin, c'est pas non plus une désertion qui est anodine en soi. Enfin, ce sont des désertions qui sont violentes, qui sont donc avec parfois des morts d'hommes, avec de l'emport d'armes beaucoup en fait, donc parfois de matériel lourd, militaire lourd en soi aussi. Et donc, c'était des personnes qui étaient là vraiment pour poursuivre la guerre. Et donc voilà, pour mettre à mal un petit peu à la fois les Algériens et le FLN, voilà, la population aussi, mais aussi s'en prendre éventuellement aux appelés du contingent et évidemment au pouvoir français, voilà, au pouvoir de la République en soi. Donc, et ceux-là ont été bien présents aussi. Alors, pour résumer, en fait, il y a 2 familles qu'on retrouve pas mal pour les profils. C'est vrai qu'on retrouve du coup souvent des chrétiens, voilà, sur une idée de la morale en fait, qui est vraiment présente chez eux. Et donc, pour eux, ils sont révulsés soit des conditions dans lesquelles la guerre d'indépendance se déroule, soit de la guerre elle-même. Voilà, et voilà, la situation coloniale elle-même, et donc refusent de participer, soit des personnes qui sont plutôt proches du mouvement communiste, on va dire, et un peu plus large, hein, aussi. Donc il peut y avoir quelques socialistes, des anarchistes aussi, enfin, donc, mais voilà, autour du Parti communiste quand même, pour une grande majorité d'entre eux, plutôt des militants politiques, on va dire aussi, et qui, là aussi, c'est plutôt évidemment pour des aspects qui sont de refus politique de la guerre et dans un aspect d'anticolonialisme. Quelque part, il y a eu aussi un mensonge en soi. Au départ, on a parlé de guerre, voilà, notamment la fameuse phrase de Mitterrand, hein, voilà, il n'y a qu'une seule solution, c'est la guerre. Donc, mais après c'est toute prémisse, on va dire, hein, où il n'y avait pas de phare sur les mots. Très rapidement, effectivement, il y a eu ce terme-là d'opération de maintien de l'ordre qui est arrivé et qui a permis en fait d'euphémiser, voilà, on va dire, hein, la guerre, de pas parler d'état de guerre, et le terme était même interdit officiellement. Il y a même eu des poursuites contre l'emploi du terme guerre d'Algérie. C'était contre certains livres qui paraissaient, etc., etc. Et donc ça a duré tout le temps de la guerre, voilà. Alors que évidemment, en même temps, les gens voyaient ce qui se passait, c'est ça, c'est qu'il y a un décalage entre ce voisins qu'on... qui revenaient pas parce qu'ils étaient morts, ou alors qui revenaient blessés pour d'autres aussi. Donc, en même temps, ils voyaient bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais on a envoyé en fait des jeunes gens de 20 ans. Quand ils partaient là-bas, ils n'étaient même pas majeurs. Ils étaient sans doute jamais sortis de leur de France, ou voilà, ils ne connaissaient rien de la vie, et ils arrivent en ayant un niveau de conscience immédiat du fossé qui existe entre la situation qu'on leur a dressée en métropole et puis ce qu'ils découvrent en fait réellement sur le terrain. Oui, tout à fait. Et là, effectivement, ouais, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure avec les rappelés et les maintenus. Eux, ils étaient plus âgés.
Mm. Donc, ils avaient déjà un peu plus, et voilà, ils avaient commencé pour certains à travailler aussi, donc le monde du travail, ils connaissaient un petit peu. Et donc, ils avaient quand même une forme de maturité qui faisait qu'ils ont été plus à même de contester. Certains avaient 25 ans, par exemple. Mm. Donc, Mm. la contestation était quelque part plus facile, en quelque sorte, d'autant plus qu'ils avaient déjà fait leur service militaire voilà, Ils et que étaient un peu plus aguerris, dirons-nous. Ouais. voilà, ils étaient plus aguerris, exactement. Et donc, c'était. Par contre, après, en fait, c'est là qu'on a trouvé en fait les choses les plus dures aussi. C'est Mm. que après, c'était plus que des jeunes hommes de 20 ans qui partaient là-bas. Et là, finalement, ils étaient aussi plus malléables. Et puis, autant aussi au départ, il y a une forme d'impréparation complète de l'armée française. C'est-à-dire que tout d'un coup, on amène massivement 200 000, puis 400 000 personnes sur place d'un seul coup, on va dire. Donc, c'est quand même gigantesque au niveau ne serait-ce qu'organisationnel, hein, évidemment, d'amener voilà, en un temps record, comme ça, plusieurs centaines de milliers de personnes sur un territoire donné. Ça a totalement, évidemment, modifié aussi l'Algérie, hein, on va dire, hein, pour le meilleur et pour le pire, quelque part aussi, parce que le meilleur, on va dire, qui a été présent aussi, c'est que, en fin de compte, ça a permis de pallier la sous-administration catastrophique qui existait auparavant. Et donc là, pour le coup, dans les appelés, il y en a eu certains qui ont pu donner des cours aux Mm. enfants, qui ont pu soigner, qui ont pu faire des choses en fait qui n'étaient pas faites auparavant. Et donc, du coup, ça c'était le meilleur. Mais évidemment, le pire aussi, c'était évidemment la répression qu'il pouvait y avoir partout. Voilà, la participation aux opérations, le quadrillage du territoire, etc., etc. Donc ça, c'était évidemment aussi bien présent. Mais voilà, la différence, c'est que bon, les appelés du contingent, justement, ont participé à ça aussi. On les a imposés de participer à ça. Sauf qu'ils n'étaient évidemment pas préparés du tout. Ça a été le choc d'une découverte, effectivement, déjà, ne serait-ce que d'être pris de chez eux. Ils quittent leur canton, ils quittent leur village, ils font un voyage. Voilà. Alors, le train, c'est peut-être pas la première fois qu'ils le prennent, Mm. peut-être que certains si, hein. C'est la première fois pour beaucoup qui prennent le bateau. Et ils se retrouvent donc évidemment, on va dire, à l'étranger. Enfin, c'est la France, mais c'est à l'étranger et ils découvrent complètement autre chose. Justement, et pour eux, pour certains, pour une proportion non négligeable, ce choc-là, c'est vraiment aussi le choc de se dire on n'est pas en France en fait, hein. Ils Mm. le voient bien, ça, ils ne sont pas en France. Il y a un deuxième aspect aussi par lequel ils sont choqués, c'est évidemment la différence de niveau de vie. Là, ils voient la misère des Algériens, donc ils sont vraiment choqués par cette situation coloniale en soi aussi, Mm. sociale et coloniale. Et puis le troisième aspect aussi, c'est que quand ils arrivent dans le bled, beaucoup en fait, la France, c'est 50% de personnes qui sont liées à l'agriculture à ce moment-là. Et donc beaucoup d'entre eux donc, sont liés à cette agriculture-là, travaillent chez eux. Et en fait, Mm. quand ils voient les conditions des faits là en Algérie, ils sont aussi offusqués par ça. Et ils se disent, c'est pas possible, dans quelles conditions est-ce qu'ils vivent? Et ils voient les propriétés des grands colons aussi. Et il y a même des mouvements de tiraillement très forts entre les colons, enfin les colons. Là, je dis les colons parce que ce sont les grands Les propriétaires. propriétaires. Voilà, Ouais, ce n'est ouais, pas ouais. les petits pieds Mm. noirs, ce Mm, sont mm, bien mm, les grands propriétaires, les grandes propriétés et la manière dans lesquelles en fait, les ouvriers agricoles algériens travaillent ou bien, enfin, ne serait-ce qu'aussi la disproportion totale entre ces très grandes propriétés agricoles coloniales et puis la réalité du petit fella qui, avec sa glèbe, sa charrue tirée, enfin bon, bref, mm. encore d'un point de vue, on va dire, enfin, avec l'animal, quoi. Donc, c'est vraiment des chocs très importants qui sont opérés. Donc, il y a ça une remarque que je voulais formuler. Deuxième remarque aussi que je voudrais formuler, c'est que finalement, très tôt, on va dire à partir de juillet 56, il y a une majorité relative, mais une majorité quand même, finalement, de Français qui sont plutôt contre la guerre d'Algérie. Et au bout du compte, la guerre d'Algérie s'est poursuivie jusqu'en 62.
et à partir en particulier de 56, où là, il y a vraiment un retournement. Le retournement, c'est aussi la situation, bon, c'est la situation des pieds noirs. Bon, il y a aussi une population qui est présente, qui doit être préservée pour on va dire pour le gouvernement français, donc qui cherche à être préservé, évidemment. Mais il y a un deuxième aspect aussi, c'est le fait que il y a évidemment le pétrole et le gaz en Algérie, et donc ça change complètement la donne. Et donc la guerre aussi se poursuit, mais se fait un peu contre la population française, qui n'a pas envie de voir ces jeunes gens partir en Algérie pour faire la guerre, et qui n'a pas envie de voir en fait ces enfants revenir morts pour un conflit. La situation de la population française, c'est de se dire finalement, ils veulent leur indépendance. Les Français, quelque part, on va dire, les Français moyens, si on veut, entre guillemets, hein, s'en fichent un peu de la situation en Algérie. Ils se disent, bon, ils ne connaissent pas, s'ils veulent leur indépendance, finalement, qu'ils la prennent, quoi. Mais au bout du compte, voilà, au bout du compte, la guerre va durer, et, contre cette volonté populaire, on va dire. Oui, on hérite aujourd'hui de cette histoire qui n'est pas complètement réglée. On espère qu'elle le sera. On espère en tout cas qu'à l'orée du 60e anniversaire, 60e célébration de l'indépendance, entre guillemets, qui est fêtée le 5 juillet, qui a eu lieu le 5 juillet, officiellement le 5 juillet 62. On espère effectivement que les archives vont s'ouvrir et puis surtout que des deux côtés de la Méditerranée, les gens vont s'approprier l'histoire, l'apprendre et surtout se dire qu'effectivement, ce qui est passé, mais qu'aujourd'hui, il faut surtout aller de l'avant. Je crois que c'est le travail de tout historien, de tout citoyen, de se dire le passé, j'en suis dépositaire, mais voilà, il faut aller vers l'apaisement. C'est tout ce qu'on souhaite. Tout à fait. Ouais, ça, c'est vraiment un aspect important d'aller Oui. dans ce sens-là. Peut-être encore une ou deux questions, si tu m'autorises. Ces appelés, une fois rentrés en France, ont-ils bénéficié, par exemple, d'un statut particulier Ça a été très après le... compliqué. Ça a été très compliqué. Ils ont lutté, en fait, pour être reconnus. Ça n'a pas du tout été de soi. La carte d'ancien combattant, elle date de 74. Et donc, et encore, c'était très restrictif. Ça s'est ouvert au fur et à mesure, mais pour beaucoup, en fait, voilà, ça s'est ouvert tardivement. Alors que, voilà, la première chose, donc ça a été une lutte pour la reconnaissance en tant que telle aussi. Donc, ça leur a permis de toucher une petite pension, donc à arriver à leur retraite voilà. Et donc certains justement aussi de ces anciens combattants ils ont lutté au départ pour avoir cette reconnaissance-là, mais au bout du compte, quand certains l'ont reçu aussi, ils n'en ont pas voulu. Et donc, ont décidé, parce qu'ils considéraient que c'était de l'argent sale, en quelque sorte, et pour une période de leur vie à laquelle ils avaient participé, qui les révulsait et voilà. Et au contraire, en fait, ils ont été dans le sens d'une plutôt d'opérer que cet argent-là serve à une association qu'ils ont créée, qui s'appelle l'Association des anciens appelés en Algérie et leurs amis contre la guerre, la 4ACG. Et que ça serve pour des opérations, on va dire, de reconstruction et de liens interculturels entre la France et l'Algérie en particulier. Et donc, voilà, pour essayer voilà, ils ont permis de travailler au niveau de l'agriculture, de mettre en place aussi des puits, voilà, des différents éléments, donc, notamment en Kabylie d'ailleurs, mais voilà, en différents points d'Algérie comme ça, pour essayer de renforcer ces liens-là et que cet argent-là, finalement, aille à comment dire, une utilité positive, voilà, et voilà, positive pour, on va dire, pour nos deux peuples en tant que tels, quoi. Enfin, les peuples français et algériens, voilà. On dit toujours, hein, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Je pense que j'encourage vraiment tous les gens à... Il y a tellement de livres qui existent, tellement de documentaires, de travaux d'historiens tels que les tiens qui ont été commis pour pas se faire une idée, parce que l'idée, le propos, c'est pas se faire une idée, une propre opinion, mais de connaître mieux l'histoire, parce que
on sait bien que dans ces conflits, les choses ne sont pas aussi simples. Il y a pas tout n'est pas noir d'un côté, tout n'est pas blanc. Il y a tellement d'écrits, tellement de choses, de ressources bibliographiques, bibliographies. Il y a le travail entre autres de René Vautier, mais je sais que côté algérien, il y a beaucoup de choses qui se font. Donc, apprendre pour mieux comprendre. Quels sont tes travaux actuels? Que nous prépares-tu? Ouais, j'ai plusieurs chantiers effectivement en cours. Je ne sais pas trop si j'ai le droit d'en parler ou pas, mais On bon. n'en parlera pas, on en reparlera prochainement. Alors, toujours en lien avec l'Algérie. Oui, oui, bien sûr. Non, ouais, évidemment, l'année prochaine, c'est l'année du 60e anniversaire. Donc, il y a des travaux autour de ça. Voilà, bon, enfin, je pense pas que ce soit non plus. Secret. Voilà, mais bon, il y a un dictionnaire qui est en préparation. Voilà, donc ça, c'est une première chose. Je suis pas seul à travailler dessus. On est pas mal à travailler dessus, mais voilà, ce sera sous ma codirection, on va dire. Voilà, ça c'est une première chose. Il y a un deuxième ouvrage aussi, on va dire un beau livre. J'aime bien aussi travailler sur voilà, enfin, c'est les documents en tant que tels. Donc, il y a un ouvrage qui est en préparation aussi autour de cela. Donc voilà, donc ça c'est puis il y a d'autres chantiers qui sont en cours. Il y aura aussi un documentaire qui va sortir, voilà, auquel je participe, mais sans que ce soit moi qui soit aux commandes. Enfin voilà, plein, et puis d'autres choses encore. Enfin bon, bref, c'est non exhaustif. Merci de ce témoignage. S'il y a un mot, je dirais un mot qui me tient à cœur dans nos relations franco-algériennes, qu'elles soient ici, côté français ou côté algérien, je dis toujours c'est une belle histoire d'amour avec ses moments compliqués, mais c'est surtout une histoire qui doit aller vers l'apaisement. Je pense que s'il y a un mot qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est l'apaisement et puis se parler. On peut tous se parler, on peut avoir des opinions divergentes ou un avis différent sur une histoire, un point de vue différent. L'idée, c'est de parler, de ne pas rester effectivement renfogné dans son coin. Voilà, c'est comme ça qu'on avancera. Ouais, tout à fait. Je pense que, enfin, juste un mot de conclusion Oui, je là-dessus, t'en prie. ça me semble important, c'est que oui, je suis tout à fait d'accord, et que aujourd'hui nos sociétés, nos deux sociétés sont traversées quand même par des tensions très fortes, Mm. et qu'on est un peu au pied du mur aujourd'hui. Et justement, je pense que c'est vraiment très important que tous les hommes et les femmes de bonne volonté, en fait, justement, qui aillent dans ce sens de l'apaisement, parce qu'autrement, il y en a malheureusement qui cherchent de part et d'autre de la Méditerranée à au contraire, euh, voilà, essayer de séparer au maximum, et qui cherchent d'autant plus les tensions. Et donc, il faut œuvrer pour que ces personnes-là ne réussissent pas à vraiment à faire valoir ce qu'ils cherchent, quoi. Donc, Ouais. Et ça je me semble disais, très important. oui, je disais maladroitement avec mes mots, c'est qu'il y a une expression arabe, même si je ne suis pas du tout arabophone. L'ifet met, ce qui est passé est mort, donc il ne faut pas revenir on ne va pas refaire l'histoire, toi et moi. C'est une partie des choses, comme je dis, dont on est dépositaire, mais pour lesquelles on n'est pas responsable, Oui, ouais, tout à fait. mais Ouais. qui fait partie de nous, donc avançons. Merci beaucoup, Travor. Alors, j'ai appris mon côté breton. Va m'autoriser à conclure cette interview en disant, alors je disais, je voulais te dire tout à l'heure, des maths à mort, je crois que je ne l'ai pas dit. Alors ça, c'est un mot de breton et l'autre, c'est Kenavo, mais bon. Voilà. Kenavo, Daguéchal.